Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah bah. Bienvenue dans le cuillère chaud. Est-ce qu'on ferait pas un webinaire sur le vin? Salut à toutes et à tous, on espère que vous êtes très chaud pour ce webinaire incroyable qu'on vous a préparé. On va se présenter rapidement. Axel, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous, bienvenue. Moi c'est Axel Dutin, je suis un des associés de BrainLab, du coup, agence spécialisée en acquisition et aussi fondateur de la solution Time & Joy, agrégateur et diffusion d'événements. Et notre ami Alex, fondateur de BrainLab et cofondateur de Père et Fiche, une enseigne de restauration rapide qui fait les meilleurs de burgers de poisson au monde. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce webinaire? On va parler de tout ce qui va être stratégie d'acquisition publicitaire, stratégie de croissance pour la fin d'année 2022 pour Q4. Comment vous allez faire pouvoir chauffer les stats sur votre marque. Donc stratégie publicitaire, création de contenu, comment on crée des publicités. On va voir pas mal de leviers. Exactement, de l'influence en plus et du coup comment on met tout ça en complémentarité pour tout faire exploser. Avec en bonus une petite stratégie pépite pour votre Black Friday. Top et secrète. Bien finir l'année. Ouais, très top secrète qu'on va révéler aujourd'hui. Et on espère que vous êtes chaud parce que c'est parti. Du coup, on va découper ça pour vous donner un peu de visibilité sur le webinaire d'aujourd'hui. On va voir la première partie où on va parler d'acquisition publicitaire social ads, c'est-à-dire comment on va venir structurer les campagnes, comment construire une bonne publicité avec notre ami Alex, une partie qui sera réservée sur la partie Google Ads, une bonne stratégie de contenu, l'influence et un petit bonus qui sera la stratégie ultime 8.0 pour votre Black Friday qu'on a déjà expérimenté l'an dernier et qui a très bien fonctionné. Le meilleur pour la fin. Alors du coup, avant de démarrer, on va reprendre un peu les b.a.-ba. Je sais que ça peut paraître logique, mais pourtant on voit encore beaucoup de clients qui mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit sur cette expression. Donc déjà, avant de lancer une stratégie marketing, c'est super important de savoir où on va. Donc savoir quel KPI on vise, quelle est la stratégie qu'on va mettre en place, parce que sinon, en fait, on va nulle part et on a encore, des clients qui viennent et qui disent j'aimerais tester avec 200 €, mais qui ne connaissent absolument pas où ils veulent aller avec ce budget. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'établir une liste, comme une petite checklist déjà, de ce qu'on va venir mesurer pour mettre en place sa stratégie. Parce que je le rappelle, encore une fois, l'acquisition publicitaire n'est pas quelque chose de magique. En fait, il va venir renforcer, venir faire accélérer votre croissance, mais il va pas rendre une offre qui ne fonctionne pas déjà organiquement au grand public, en gros. Donc, la première chose qu'on va venir traquer déjà, c'est votre panier moyen. La deuxième, c'est quelle est la marge que vous faites, parce que sur cette marge, on va pouvoir dégager un budget qu'on va appeler un budget d'acquisition, donc le coût d'acquisition par client, c'est important en fait de l'avoir, de le visualiser en tête. La rétention client, parce que forcément la stratégie ne sera pas la même si vous avez par exemple une offre par abonnement ou si vous vendez un produit ou un service en one shot. Est-ce que vous faites déjà du chiffre d'affaires sans acquisition? Donc ça, c'est le point que j'ai élaboré juste avant. Quel est mon coût d'acquisition par client? Quels sont vos KPI, vos cycles de vente? Donc on va parler du fameux funnel des pourcentages de conversion et le retour d'investissement que je vise, du coup par exemple sur une stratégie Q4, où est-ce que je veux aller en mettant en place une stratégie d'acquisition, comme on va vous expliquer juste après. Alors, du coup, on va démarrer dans le dur. La première chose, bien évidemment, c'est de constituer son entonnoir, son funnel, on l'appelle comme on veut, où on va avoir 3 grandes étapes, enfin même 4 sur la partie après. Mais déjà, on va avoir la première étape qui est votre trafic froid, du coup, qui sont les personnes qui ne vous connaissent absolument pas. Donc, quand on va constituer nos audiences sur la partie ciblage, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de votre marque, qui ne savent pas ce que c'est. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que du coup, on va pouvoir élaborer du coup la partie créative, la partie wording par rapport à ça. Il ne faut pas partir du principe que les gens vous connaissent, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. La deuxième, ça va être ce qu'on va appeler le trafic tiède. Donc, qui sont ces gens-là? C'est des gens qui ont déjà eu une interaction avec votre marque. Donc, par exemple, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, les gens qui vous suivent, par exemple, qui ont déjà commenté, qui ont déjà aimé ou posté un commentaire. Donc, du coup, sur la partie Facebook Ads et Google Ads, on va aller cibler ces gens-là
donc créer des audiences spécifiques par rapport à ces interactions sur les réseaux sociaux ou aussi sur la partie vue vidéo. Si vous faites de la vidéo, on va pouvoir aussi aller chercher en ciblage les personnes qui ont vu vos vidéos à 75%, à 50%, et c'est des gens qui ont déjà eu une première expérience entre guillemets avec votre marque. Donc le message publicitaire va pas être forcément le même qu'avec les personnes qui n'ont jamais entendu parler de votre marque. Sur le bottom du funnel, donc ce qu'on va appeler le traffic show, on va aller cibler toutes les personnes qui sont allées à une étape supplémentaire, c'est-à-dire les gens par exemple qui ont visité votre site. Si vous êtes en e-commerce, c'est les gens qui ont fait un ajout panier, etc., etc., pour aller constituer des audiences spécifiques. Donc par exemple visiteurs 30 jours, les ajouts paniers sur les 30 derniers jours, tout en excluant bien évidemment les gens qui sont déjà vos clients, parce que sinon forcément il y a un problème dans l'équation. Donc on va faire une exclusion d'audience sur l'ensemble de vos clients, par exemple sur 30 jours ou 180 jours. Et la dernière étape, forcément, c'est la partie des gens qui ont déjà acheté votre produit. Donc on va pouvoir mettre en place, donc ça c'est une stratégie qui est peut-être un peu plus avancée, des campagnes de réengagement, parce que forcément on a parlé de rétention en introduction, on va pouvoir les réengager pour faire augmenter du coup la rétention client et faire acheter plusieurs fois ces mêmes clients s'ils ont eu du coup une bonne expérience. Et du coup, par rapport à tout ce tunnel, l'idée ça va être justement de séquencer votre message et de s'adresser à une personne qui ne vous connaît pas différemment d'une personne qui vous connaît. Et donc en fait, quand vous avez votre tofu, mofu, bofu, toutes les audiences du tofu sont des personnes qui ne vous connaissent pas. Donc si vous avez une marque qui s'appelle Super Bougie, vous allez leur dire découvrez Super Bougie, la nouvelle bougie incroyable, j'en sais rien. Et toutes les audiences du trafic du mofu et du bofu vont être exclues de façon à toucher que des nouvelles personnes. En fait, après, ces personnes-là, au minimum, elles passent en mofu parce qu'elles auront vu vos publicités. Si derrière, elles vont sur votre site, elles passeront directement à l'étape d'en dessous. Et en fait, ces personnes de l'étape d'en dessous, si elles passent pas à l'acte d'achat, elles verront les pubs du coup de niveau 3 qui du coup va les pousser plus à l'engagement, à l'achat directement. Donc on leur demande de faire quelque chose, à savoir est-ce que code promo de 10% pour un achat direct. Et pareil après quand vous avez du réengagement, l'idée c'est de voir comment vous voulez fidéliser la clientèle avec des produits complémentaires ou avec le même produit si c'est quelque chose qui peut être récurrent. Exactement. Du coup, en fait, c'est pour ça que c'est important de voir ça comme un entonnoir. Et en fait, je pense que c'est pas une notion qui est qu'importante en marketing, mais aussi de manière générale dans votre entreprise. C'est que si vous arrivez à percevoir les freins, les éléments bloquants que ont eu ces personnes à chaque étape de votre entonnoir, vous saurez comment adapter du coup les créas publicitaires, le wording, et d'où l'importance du coup de les séquencer en différents funnels et vraiment de se poser la question pourquoi à ce moment T ces personnes-là n'ont pas converti. Et après, forcément, ça va être beaucoup de A/B testing. Tout le monde n'a pas la science infuse. On peut pas lancer des campagnes qui fonctionnent directement. Et la période, en fait, d'optimisation de vos campagnes va être super important. Donc, d'où les KPI dont on a parlé juste avant et de pouvoir vraiment rentrer un peu, dans la tête de votre prospect pour voir exactement qu'est-ce qu'il se demande par rapport à votre produit, quels sont ses freins, quelles sont ses problématiques et ainsi de suite. D'où l'importance du coup par rapport à la première slide que tu as expliqué avec toutes les bases justement de bien se poser parce que c'est vraiment des maths, panier moyen, fréquence d'achat, customer lifetime value. Donc on ouvre un Excel et on remplit tout ça. Mais en fait ça permet tout simplement à la personne avec qui vous travaillez et même à vous de comprendre à partir de quand vous êtes rentable et quand vous ne l'êtes pas. Et aujourd'hui, faire de l'achat média, c'est juste suivre des chiffres. Et donc du coup, c'est hyper important de se poser ces questions en amont parce que vous, de votre côté, ça va vous permettre en tant que marque de savoir quand vous êtes dans le rouge, quand vous êtes dans le vert et quand vous êtes dans le vert, que vous pouvez augmenter vos dépenses publicitaires et du coup augmenter vos revenus derrière. Mais vous pouvez pas justement avancer à l'aveugle. Et nous, on le voit, il y a énormément de clients qui nous contactent, qui sont totalement à l'aveugle sur ça, qui ne prennent pas en compte ces décisions, qui en plus de ça pilotent vraiment au ROI pur, donc c'est-à-dire ma rentabilité en direct, mais qui ne prennent pas en compte qu'il y a une customer lifetime value, c'est-à-dire quelle est la récurrence de votre client, combien de temps votre client dure, one shot, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe derrière pour votre marque? Parce que si vous payez 100 € pour acquérir un client qui dépense, par exemple, 30 €, à court terme, vous vous dites, j'ai un ROI à 0,33, à peu près, 0,3. Mais si le client fait en moyenne 20 achats sur votre marque, le client ne vous rapporte plus 30 €, mais il vous rapporte 30 x 20, 600 €.
vous avez dépensé 100 €, vous en avez gagné 600 sur le long terme. C'est une très belle opération pour vous. Donc c'est pour ça que c'est important de faire tous ces calculs pour comprendre comment votre marque se développe et est-ce que c'est intéressant ou pas d'avancer et d'augmenter les dépenses publicitaires. Il y a aussi un aspect que je viens rajouter sur la partie chiffres, Excel, enfin exactement ce que vient de dire Alex. C'est aussi que des fois on pense que la publicité marche pas. Enfin, je pense que vous avez déjà lancé des campagnes qui n'ont pas marché. Nous, on a déjà entendu plein de gens qui disent ouais, j'ai essayé la pub, ça fonctionne pas. Alors qu'en fait, le problème ne venait pas vraiment de la pub, parce qu'en fait, la pub est un élément qui va rediriger du trafic entre guillemets sur votre offre, donc par exemple sur votre site internet. Mais des fois, en fait, en traquant bien ces KPI, on peut se rendre compte que le problème, il peut venir aussi du site internet, du parcours, de l'expérience utilisateur, du message aussi qui est affiché sur votre page quand les gens vont arriver, parce que forcément si vous dévoilez un message, je sais pas, je vais prendre ton exemple de super bougie qui sent bon, mais que sur votre site la proposition de valeur c'est des tracteurs, c'est des tracteurs, ça va pas fonctionner. Donc vraiment c'est essayer de comprendre vraiment tout cet aspect de l'entonnoir et déterminer à chaque étape qu'est-ce qui va fonctionner. Et du coup ça paraît logique, mais je me permets de le repréciser, vous comprenez que la partie haute de votre entonnoir, donc on en a parlé du trafic froid, c'est un peu l'élément le plus important, parce que c'est ça qui va venir alimenter du coup tout votre funnel. Et sur des stratégies un peu plus avancées, quand on va venir scaler par exemple un compte publicitaire ou une marque qui fonctionne, justement c'est là où généralement il y a le plus de problèmes, parce qu'il y a souvent des plafonds de verre, et c'est pour ça que cette partie-là est, je pense, la plus importante et capitale à faire fonctionner déjà dans votre entonnoir de conversion. Voilà, je pense qu'on a fait une petite intro sympa. Totalement d'accord. Du coup, maintenant, on va parler d'un des éléments qui est encore plus capital, notamment sur tout ce qui est social ad, c'est créer une publicité. Yes, du coup, effectivement, quand on fait de la publicité en ligne, souvent on peut croire que c'est une solution, un miracle qui va sauver notre business. Pas du tout. Faut savoir qu'aujourd'hui, vraiment, il y a 80% de vos résultats qui vont dépendre de votre publicité. C'est-à-dire, du coup, est-ce que vous avez réussi à bien vous adresser à la personne, savoir adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Et en fait, il y a un énorme travail à faire en amont sur vos créas, parce qu'aujourd'hui, il y a 4-5 ans, faire des bonnes structures sur Facebook, Google, c'est déjà des bonnes skills. Maintenant, tout le monde sait le faire. Une agence qui ne sait pas faire une bonne structure de compte publicitaire sur Facebook, ça existe encore. C'est vraiment des agences éclatées. Et aujourd'hui, tout le monde arrive à avoir des bonnes structures. En revanche, comment on comprend votre marque, quel message vous voulez faire passer et comment on s'adresse de la bonne façon aux bonnes personnes. Et donc pour ça, il faut réussir à attraper l'attention des personnes, et on sait très bien que désormais on a énormément de messages publicitaires tous les jours, à savoir que du coup on reçoit de la pub de partout, que ce soit dans la voiture, à la radio, sur les réseaux sociaux, on s'en prend 12 000 par jour, à la télé, l'affichage publicitaire, le métro. Et donc en fait, on a une sur quantité d'informations tout le temps, et on est de moins en moins attentif aux publicités. Donc là, il y a des petites stats. Temps d'attention sur Facebook, Insta, 3 secondes, 2-3 secondes. TikTok, c'est carrément 1 seconde. Et donc, comment attraper l'attention des gens dès le début? Il faut construire des bonnes publicités. Donc, en fait, nous, par rapport à ça, on a mis en place tout un process pour créer des publicités de la façon la plus intelligente possible et la plus efficace possible. Donc, à savoir que avant, on faisait quand même des publicités très travaillées et tout, des grosses journées de tournage, beaucoup d'étalonnage, la luminosité. Là, l'avantage, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus le contenu intelligent, dynamique et qui va droit au but qui fonctionne, même si la compétence de montage, elle est pas sublime derrière. C'est vraiment quel message va être amené et comment en fait il catch les personnes qui vont être regardées. Et là, vous voyez, on vous a mis un petit exemple. Donc une crème contre l'acné, parce que c'est un problème très facile. Donc tu as des business émotionnels, tout ce qui va être luxe, retail ou des fringues, des bijoux, c'est de l'émotionnel, parce qu'on peut pas vous dire achète ce t-shirt si tu veux être en bonne santé ou quoi. C'est un t-shirt, tout le monde a des t-shirts, et c'est pas un besoin vital. En revanche, les business problème solutions, ça fonctionne très bien en ads, parce que c'est des trucs très classiques. Tu veux maigrir, tiens, j'ai un régime. Tu veux plus d'acné, tiens, j'ai une crème contre l'acné. Et donc, quand vous construisez vos publicités, l'idée c'est toujours d'avoir cette même logique. Il va y avoir un call to action, un stop scroller,
qui va être du coup comment vous faites en sorte d'attirer l'attention de la personne, un corps de texte où vous exposez le problème, la solution et à la fin un call to action où du coup vous dites hey, cette crème est super, achète-la. Et donc en fait là vous voyez il y a le stop scroller qui va être le produit. Cette crème contre l'acné a été sold out 5 fois de suite. Tiens donc quel est ce produit miracle? Ça retient votre attention. Ensuite le problème, vous n'avez plus besoin d'utiliser de maquillage pour cacher vos boutons parce que c'est ce que vous faites. Hop, la solution, cette crème, elle a guéri votre acné en 2 semaines. Et la question sur le problème qui va être, vous en avez marre de vos boutons et en fait à la fin c'est du coup acheter cette crème. On n'a pas mis la dernière phrase. Et en fait, là on vous a fait une liste de toutes les situations possibles en ads qui peuvent intervenir sur des produits ou des personnes. Et en fait, il y a, si je dis pas de bêtises, 5 et 5 points. Donc il y a une dizaine de points. Et en fait, ces 10 points, ça va être en gros 10 bouts de 10 rushs, en fait 10 petits montages différents que vous allez pouvoir après réutiliser et moduler. Et en fait, quand vous avez bien réussi à faire ça, donc bon, je vais pas vous les relire parce que vous les voyez. Vous voyez les bénéfices, l'expérience d'achat, un avant-après, le côté storytelling. En fait, après, vous pouvez moduler tous ces blocs dans votre là vous avez on a mis un truc qui s'appelle théorie de la production vidéo, mais c'est un peu d'automatiser ça et de le rendre un peu plus mathématique. Mais c'est j'en mets un dans mon hook qui est du coup le stop scroller, j'ai mon corps de texte qui va faire généralement 4 rushs et après à la fin j'ai le call to action. Et vous voyez là en fait par exemple j'ai mis le hook c'est le problème, ensuite tac unboxing, je fais une démonstration du produit, hop je m'étale ma petite crème, oh les bénéfices ça me montre que du coup j'ai plus de boutons, on fait un comparatif avant après et à la fin on voit le client hyper content avec un petit truc en mode achète la crème maintenant. Et en fait là c'est juste un exemple qui reprend 6 points parmi les 10, mais on peut totalement les moduler les uns et les autres. Et ce qui fait que quand vous avez 10 rushs, vous êtes capable de produire beaucoup de créa, ce qui est important parce qu'aujourd'hui maintenant il y a une fatigue publicitaire sur les réseaux qui est hyper présente et pour ça justement il faut faire les choses le plus intelligemment possible histoire que ça vous coûte pour vous le moins cher possible et que ça vous rapporte le plus d'argent. Et donc du coup, par rapport à ça, ça vous permet de créer beaucoup de contenu, on va dire à moindre coût et à moindre temps investi. Pour finir, quand vous vous lancez en publicité, il faut que toutes vos publicités soient réfléchies. La publicité à chaque fois, elle a un but. Ok, un objectif. Là, c'était la crème pour l'acné. Donc, l'objectif, c'est de vous faire acheter la crème. Si demain, j'en sais rien, vous voulez faire de la notoriété sur votre marque, l'objectif, ça sera toucher le plus de personnes possible. Mais à chaque fois, on pilote les publicités sur un objectif et c'est hyper important de faire cet exercice. Donc, c'est vraiment du marketing, associé à de la psychologie de vos consommateurs. C'est-à-dire que quand vous avez votre tofu, mofu, bofu, c'est trois ensembles de publicités qui sont différentes parce que vous adressez pas aux mêmes personnes. Vu qu'il y en a qui connaissent pas votre marque et d'autres qui la connaissent bien. Et du coup, cet exercice, il est à faire à chaque fois. De façon, en gros, dès que vous adressez à une personne, appuyer, on va dire, un peu là où ça fait mal et la toucher et la sensibiliser de façon à ce qu'elle fasse l'action que vous voulez. Et donc, quand c'est une publicité, si c'est pour acheter la crème contre l'acné, l'objectif de votre publicité, c'est de faire cliquer la personne sur la pub pour qu'elle arrive sur votre page. À voir si vous avez une landing page spécifique ou une page produit. Mais l'objectif de la publicité est juste de faire cliquer la personne sur la pub pour qu'après votre page produit ou votre page de votre site soit la commerciale de votre produit. C'est-à-dire que votre publicité ne doit pas amener à la vente généralement, n'a pas besoin d'aller jusque-là. L'objectif, c'est vraiment comment je la fais cliquer. Et une fois que vous arrivez sur le site, là, il y aura votre page produit qui va expliquer à quel point votre crème est incroyable et on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est pour la partie sociale, toutes les créas qui peuvent du coup toucher Facebook, Insta, TikTok, Snap, Pinterest, YouTube. Il y a un autre incontournable aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, qui va être Google et dont Axel... Avant de switcher sur la partie Google, je pense que aussi ça peut être intéressant de dire aussi ce que tu penses, qu'on a focalisé beaucoup sur la partie créa, parce que comme l'a dit Alex, c'est 70 à 80% des résultats du coup des campagnes sur le social ads, mais on n'a pas fait forcément de focus sur le ciblage. Parce que c'est vrai que c'est souvent un point qui revient, comment je dois cibler mon audience froide, qu'est-ce qui va fonctionner, quel est mon marché, etc. Et au final, on se rend compte quand même que il y a une raison de pourquoi on n'a pas passé beaucoup de temps sur cette partie, c'est que la data elle fonctionne bien toute seule. Par rapport à ça, toutes les personnes, parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont totalement
novices et d'autres qui sont beaucoup plus expertes. Ceux qui faisaient du media buying il y a 5, 6, 7 ans, on était dans le micro-ciblage. Je vais cibler l'homme de 30, 35 ans, CSP+, parisien, père de famille. Donc on rajoutait des briques de data, on avait plein de campagnes, plein d'ensemble de publicités dans les campagnes. On était dans le micro-ciblage et en fait ce qui s'est passé c'est que les algorithmes deviennent tellement intelligents qu'en fait c'est là l'intérêt de faire tout le travail dans la créa, c'est qu'à partir du moment où vous avez une bonne créa, l'algorithme il va aller bien cibler les personnes et sur des audiences totalement larges. Donc bon, si vous vendez une crème pour les femmes, au moins on fait le filtre homme-femme et potentiellement âge, mais tous les intérêts qu'on utilisait avant, les lookalikes et tout, sont beaucoup moins performants qu'avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, une personne qui a une structure avec plein de micro-ciblages et des créas toutes pourries, elle aura des résultats qui seront 1000 fois moins bien qu'une personne qui diffuse juste en mode ok bon c'est une crème pour les jeunes 18-35 ans, je mets mon ciblage, je vise toute la France, par contre mes publicités elles sont terribles et cette personne là elle aura des résultats qui seront clairement meilleurs. Ouais. Et donc voilà. Complètement. Oui, parce qu'au final, la recherche du persona, on ne dit pas que c'est pas important, mais c'est plus important là aujourd'hui dans la psychologie de sa publicité, c'est-à-dire comment on va faire ses créas, etc., que pour aller faire le ciblage. Justement, aujourd'hui, plus on va mettre un ciblage large, plus on va laisser de la place à l'algorithme pour aller faire ce qu'il veut, et du coup, nous indiquer aussi qui sont vraiment nos cibles et qui va convertir. Parce qu'il ne faut pas oublier que ils sont là aussi pour nous aider à convertir. Hein, parce que plus on convertit, plus on va dépenser de l'argent. Donc, il faut aussi réfléchir dans ce format-là. Exactement. Ok, magnifique. Maintenant, étape d'après, on va partir sur Google Ads. Je pense que vous connaissez tous. Du coup, là, l'idée vraiment, c'est de vous partager un peu la structure qu'on met en place chez BrainLab, de voir un peu qu'est-ce qu'on va regarder, comment on va fonctionner étape par étape. Après, encore une fois, il y a plein de manières de faire ces campagnes. Hein. C'est pas la seule et l'unique qui fonctionne le mieux. L'idée, c'est quand même d'avoir un esprit assez ouvert, de pouvoir tester en fonction de tout ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire ces KPI. Maintenant, la structure qu'on a mis en place nous permet aussi de processiser et d'aller un peu plus vite peut-être sur la période de testing, parce que Google Ads, il y a quand même énormément de combinaisons possibles, et forcément, qui dit test, dit dépense. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir optimiser cette partie de test pour dépenser le moins possible avant de trouver des campagnes qui vont être rentables. Donc au niveau des étapes, déjà, il y a les principales étapes qui vont être forcément l'audit des mots-clés. Donc là, on va parler des campagnes search, et l'environnement concurrentiel. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que des fois, avoir des concurrences, c'est bien, et notamment sur Google Ads, c'est très bien, parce que parfois, on se retrouve sur des marchés avec des gens qui ont déjà fait tout le travail pour nous, et du coup, on va pouvoir juste analyser du coup ce qu'ils ont fait, avec pas mal d'outils que je vais vous partager après, mais l'idée, c'est vraiment de savoir, comment ils se positionnent, pas forcément pour les recopier, mais déjà voir qu'est-ce qui fonctionne chez eux, parce qu'on a des outils qui nous permettent de savoir vraiment le niveau d'investissement par mots-clés, qu'est-ce qui a fonctionné, depuis combien de temps ils font tourner les publicités, etc. Donc ça va nous donner beaucoup d'indicateurs sur leur positionnement, comment ils font fonctionner leur pub, quelle est la psychologie du consommateur, et du coup pouvoir adapter soit du coup pour gagner énormément de temps, soit pour aller chercher justement des axes d'amélioration que eux n'ont pas fait et qu'on va pouvoir appliquer direct. Donc les outils, comme j'ai dit, que j'allais vous partager, définir un budget, quand même super important, on va parler un peu de répartition après, mais d'avoir déjà un budget en tête, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le b.a.-ba, mais c'est impensable de se dire ok, je vais essayer une stratégie Google avec 500 €. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui est périn, c'est pas quelque chose qui va être viable. Vous allez avoir des petits indicateurs, mais vraiment essayer de voir un peu plus large, de voir un peu plus grand, parce que la période testing est importante, et aujourd'hui, franchement, en dessous de 2-3K sur la régie, vous n'allez pas avoir... mensuel, pardon. Beaucoup d'indications et pouvoir créer une stratégie pérenne, en tout cas sur ce levier. Les KPI, je vais pas revenir après, on va en rediscuter tout à l'heure. Et justement, la structuration qui est quand même importante sur Google Ads, sur Facebook aussi, mais il y a quand même pas mal de variantes. Au niveau de la stratégie des mots-clés, analyser l'environnement concurrentiel, comment ils sont positionnés, mais surtout savoir aujourd'hui, donc les mots-clés qui sont utilisés par vos concurrents, mais aussi les mots-clés organiques, parce que peut-être que vous avez un site depuis un moment, peut-être que vous faites du SEO, et ça c'est super intéressant déjà, parce que vous avez déjà de la donnée à analyser, de voir qu'est-ce que tapent les gens sur Google pour arriver sur votre site. Parce que par rapport à Facebook, quand on parle de social ads, la créa est super importante, je vais pas y revenir, mais en fait, à la base, la personne n'est pas là pour acheter quelque chose. Elle est là pour se divertir, pour chercher une information. Donc, il faut savoir capter son attention, et ça très rapidement. Sur Google Ads, sur la partie search, par contre, en fait, il y a quelque chose qui est déjà intentionniste. C'est-à-dire que la personne va taper son besoin, et si on arrive à faire corréler
son annonce au maximum avec son besoin, forcément on va avoir une conversion qui va être meilleure et on va réussir à faire des campagnes rentables. Donc c'est pour ça que c'est super important d'aller analyser quelles sont les questions que se pose votre audience par rapport à votre produit et votre service. Donc on verra un outil, nous on utilise un outil qui est assez sympa qui s'appelle Answer the Public. Vous tapez le nom de votre produit et du coup directement il va vous lister le top des questions que se pose du coup votre audience par rapport à ça. L'analyse de volume de mots-clés aussi est importante et elle est directement corrélée par rapport à votre budget parce que des fois, vous allez essayer de chercher des mots-clés qui sont très spécifiques ou ce qu'on appelait des longs mots-clés et en fait, s'il n'y a pas des volumes de recherche suffisants, du coup, forcément, vous n'allez pas pouvoir dépenser votre argent. Donc, il faut essayer d'avoir une stratégie quand on va définir son plan de mots-clés qui à la fois regroupe des requêtes qu'on va appeler des requêtes larges, c'est-à-dire qui sont corrélées à notre produit, mais qui ont des gros volumes de recherche, et à la fois des termes qui sont très précis pour pouvoir justement aller mieux convertir, mais dépenser du coup forcément une enveloppe qui est moindre par rapport à la partie large. Ensuite, on va voir comment on va évaluer son plan de mots-clés. Donc comme je disais, forcément il y a la partie volume de recherche, il y a aussi la partie cohérence de l'offre que vous allez proposer. Je prends un exemple, c'est pas parce que il y a un mot-clé qui est tapé énormément de fois sur Google que c'est le mot-clé qui vous correspond. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, si votre produit il a un site avec une structure, une proposition de valeur, etc., il faut que au maximum votre site ressemble à vos annonces parce que le problème c'est que peut-être vous allez réussir à convertir sur la partie Google Ads, mais après s'il arrive sur votre site et qu'il ne convertit pas, du coup ça va pas fonctionner non plus. Donc il faut vraiment essayer de lier votre produit ou votre service par rapport au plan de mots-clés que vous allez chercher, étudier le volume de recherche, combien coûte le CPC moyen, parce que forcément ça vous donne aussi un indicateur sur le degré de concurrence. Je dis pas qu'il faut pas aller les chercher, ça va dépendre aussi de vos KPI, du prix du produit, de votre marge et de la rétention client, donc c'est pour ça que c'est super important. Forcément, si vous avez un panier moyen à 15 000 euros, par rapport à un e-commerçant qui a un panier moyen à 150 euros, aller chercher des mots-clés qui vont vous coûter 8-9 euros, ça fait quand même mal et c'est pas du tout la même strat. Donc du coup, c'est super important. Ça va vous donner aussi un point de vue sur la partie concurrence. Est-ce que du coup, c'est des choses qui sont vachement utilisées par votre concurrence? Du coup, là, vous allez essayer de vous positionner, mais vous savez que pénétrer le marché va être un peu plus compliqué. Ou justement, est-ce que vous avez trouvé ce qu'on appelle une faille, c'est-à-dire des mots-clés qui sont correspondants à votre service, à votre produit et qui sont pas du tout utilisés, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de place, ça va être beaucoup moins cher et du coup forcément vous allez avoir une rentabilité qui est beaucoup plus haute. Du coup voilà, ça c'est vraiment sur la partie évaluation, ce que vous allez mettre en place au démarrage pour vraiment avoir une bonne idée de comment on va aller chercher nos clients. Ensuite, il y a différents types de campagnes, on va pas avoir forcément le temps de les détailler tous une par une. Après, il y en a certaines, je pense, qui sont évidentes et l'idée c'est aussi que vous ayez déjà construit ce type de campagne, donc les réseaux de recherche sur lesquels on va se focaliser, les campagnes display qui sont des annonces sur d'autres sites, les campagnes vidéo comme par exemple sur YouTube, les campagnes shopping, donc si vous êtes en e-commerce par exemple, c'est une des campagnes qu'on va utiliser, les campagnes Perfmax qui sont des campagnes qui ont été mises par Google juste cette année, donc c'est une nouveauté 2022 qui fonctionne très bien en plus sur nos clients et qui sont complètement en corrélation de ce qu'on a dit en intro. C'est-à-dire que Google a inventé un type de campagne qui vous dit exactement qu'ils savent exactement qui sont vos acheteurs et au lieu de les limiter par rapport aux différents types de campagnes, à un ciblage, du micro-ciblage, etc., ils vous dites laissez-nous les rênes, on sait exactement qui va acheter et du coup ça vous permet de maximiser tous les placements publicitaires pour votre marque avec du coup un maximum de conversion. Et franchement, on l'a testé depuis 2022, on a discuté aussi avec pas mal de gens, ça fonctionne super bien, donc je vous le recommande. Et les campagnes Discovery. Ok, maintenant on va parler de la structuration des campagnes Google Ads. Alors, encore une fois, c'est pas une méthodologie unique, on peut tester plusieurs variantes et l'important c'est de tester, mais nous on va vous donner entre guillemets la manière dont on va structurer et après on va pouvoir faire une répartition de pourcentage en fonction des résultats. Donc là c'est vraiment pour vous donner une idée entre guillemets généraliste de comment vous allez faire l'allocation budgétaire en fonction de vos campagnes. La première, ça va être la campagne besoin. C'est celle qui va prendre le plus de votre enveloppe budgétaire. Pourquoi? Parce que numéro 1, c'est celle qui va être votre trafic froid. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, celle qui va venir alimenter tout votre entonnoir. Mais c'est aussi la campagne où on va mettre les mots-clés dont on a parlé au niveau des questions que se pose votre audience, au niveau des recherches intentionnistes qu'elles vont faire. Donc au mieux, vous allez réussir à calibrer ces campagnes besoins. Au mieux, vous allez convertir sur votre site. Mais en plus, vous allez pouvoir alimenter toute la partie de votre entonnoir qui va faire fonctionner du coup votre stratégie d'acquisition et qui va vous permettre de scaler plus tard.
La deuxième, ça va être la campagne nom de marque concurrent. Alors je la mets en grosse parenthèse optionnelle. Pourquoi? Parce que c'est pas la campagne qui va avoir le plus d'intérêt en termes de conversion, de rentabilité. Elle va être là pour pouvoir essayer de capturer de l'audience de vos concurrents. Donc ça peut être intéressant dans ce sens-là pour les faire chier si vous voulez, mais c'est pas celle qui va convertir le plus. Pourquoi? Tout simplement parce que si je tape le nom de mon concurrent, forcément, je m'attends à aller sur son site. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui sont curieux qui vont regarder, mais du coup, vous allez avoir moins de résultats forcément sur ce type de campagne. C'est pour ça qu'on va mettre que 25% maximum de votre budget ou limite pas du tout en fonction de votre stratégie. La troisième, du coup, c'est la campagne PerfMax dont on a parlé tout à l'heure, qui est une nouveauté de Google depuis 2022 qui fonctionne très bien. On va démarrer à 20% du budget, du coup, sur votre stratégie. Et si ça fonctionne bien, c'est-à-dire en termes de rentabilité, vous allez pouvoir l'augmenter même jusqu'à 30 voire 40% en fonction de ce que vous recherchez, en fonction de votre stratégie. Ensuite, si vous faites du e-commerce, bien évidemment, vous allez faire la campagne shopping qui vous permet aussi d'avoir pas mal d'indications au final sur les types de produits qui sont recherchés, sur ce qui intéresse votre audience, même sur la partie image, parce que ça va venir catcher l'attention et du coup, vous allez avoir un peu une méthodologie de ce qui va fonctionner sur la partie publicitaire. Et enfin, la campagne retargeting qui va venir, comme on parlait tout à l'heure de structuration de campagne pour Facebook, ici c'est la même chose. Toutes les personnes qui ont visité votre site internet, on va pouvoir les retargeter avec une annonce différente sur la partie search, sur par exemple du format YouTube, sur du format display, enfin bref. C'est vraiment un nouveau message qu'on va vouloir publier. Donc si je prends un exemple sur la partie search, sur ce type de campagne, c'est là où on va pouvoir ajouter par exemple un code promo, une réduction, quelque chose qui va être un peu plus chiffré pour les aider à convertir beaucoup mieux dans vos campagnes Google Ads. Ensuite, du coup, au niveau de la stratégie, encore une fois, je le redis, mais c'est pas une stratégie unique. Par contre, elle nous permet d'avoir une granularité au niveau des tests et de tester de manière beaucoup plus efficace lorsque vous allez lancer vos campagnes. Au début, si c'est la première fois que vous lancez vos campagnes, vous n'avez pas forcément d'idées, entre guillemets, des mots-clés qui vont vraiment convertir, ou peut-être que vous imaginez quelque chose et au final, ça va pas du tout être ça. C'est différent si vous avez déjà piloté des campagnes Google Ads depuis un certain moment, que vous avez de la vraie donnée analysée. Moi, je vous recommande du coup de sauter la première étape qui est la stratégie en manuel CPC, du coup, parce que du coup, vous avez déjà la donnée. La stratégie manuelle CPC, elle va vous permettre vraiment de calibrer. Donc en fait, dans votre campagne, quand vous allez mettre vos mots-clés, vous allez pouvoir définir une enchère sur chaque mot-clé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de pouvoir, avec un certain volume de spend, donc de dépenses sur cette campagne, voir quels sont les mots-clés sur lesquels on a eu le plus de dépenses, quels sont les mots-clés qui ont le mieux converti pour pouvoir, dans un deuxième temps, derrière, isoler sur une deuxième campagne tous ces mots-clés qui sont à forte conversion et qu'on va pouvoir scaler beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est une étape à la base qui est très chronophage au démarrage, qui implique du coup beaucoup de spend, mais derrière, si on veut scaler et aller plus vite avec, entre guillemets, une science, des mots-clés qui vont fonctionner, ça va aller beaucoup plus vite pour scaler du coup vos campagnes derrière. Ensuite, une fois qu'on a suffisamment du coup de conversion sur vos mots-clés ou que vous avez déjà analysé la donnée, moi je vous conseille de passer direct en Maximize Conversion. Comme on l'a dit, pour les mêmes raisons, je ne vais pas y revenir. Google sait qui est votre audience, qui veut acheter et ça vous permet d'élargir du coup le champ au niveau de la conversion. Et une fois que vous avez enregistré à peu près 15-20 conversions sur votre campagne, derrière, l'idée c'est vraiment de les passer en premier lieu sur du Target CPA. Donc le Target CPA, c'est votre coût d'acquisition client, d'où l'importance de calculer votre marge, votre bénéfice. Et du coup, vous allez pouvoir demander à Google de s'aligner sur ce coût d'acquisition client. Si par exemple, votre objectif, c'est de faire un retour sur investissement de 3 et que vous avez un produit à tel prix, du coup, vous allez pouvoir dire à Google, je veux acheter un client maximum à ce prix-là. Donc ça va vous permettre justement de gagner de l'amplitude, de pouvoir faire des dépenses qui sont beaucoup plus conséquentes, tout en ayant entre guillemets une limite sur l'achat de vos clients. Et après, on va pouvoir passer directement en Target ROAS. Donc de temps à autre, sur certaines campagnes, des fois on passe directement en Target ROAS, ou c'est un des deux. Mais Target ROAS, pour le scaling, pour augmenter beaucoup les dépenses publicitaires, c'est vrai que c'est le format qu'on va utiliser le plus, parce que du coup, c'est notre objectif à la fin de l'année, c'est d'avoir ce retour sur investissement. Donc voilà, ça c'est un peu la structure qu'on va mettre en place de notre côté, qui fonctionne plutôt bien, qui nous permet d'avoir de la précision, qui nous permet d'avoir de la stabilité et de pouvoir scaler beaucoup plus rapidement les campagnes. Parce que sur Google aussi, ce qui est sympa sur des structures comme ça, c'est qu'une fois qu'on a des campagnes rentables,
on est quand même beaucoup plus périn, beaucoup plus stable, entre guillemets, et du coup, on va pouvoir forcément aller chercher derrière soit du scaling, soit des nouveaux marchés, tout en ayant des campagnes qui restent rentables à long terme. Pour finir, ce qui est le plus important, qui est aussi un peu relié à tout ce que tu as dit au niveau des annonces publicitaires, c'est que un des points le plus important de Google, c'est de créer des annonces attractives, textuelles. Donc là, je vous ai listé 5 étapes. Je vais vous donner un exemple qui paraît très logique, mais souvent on l'oublie. C'est que plus vous allez réussir à corréler votre annonce, donc vous savez, vous avez un titre, un texte, plus vous allez réussir à récupérer des mots-clés que vous avez achetés dans votre campagne et qui sont corrélés à la demande de votre prospect, plus vous allez réussir à convertir et du coup augmenter votre CTR derrière. Donc c'est super important justement de pouvoir se poser les bonnes questions, avoir un titre percutant qui va reprendre les mots-clés que vous avez mis dans votre plan de mots-clés justement, le faire matcher avec votre annonce mais aussi sur la partie texte. Et du coup, pour aller pousser à l'action, vous allez pouvoir ajouter des promotions, des exclusivités, notamment en retargeting, on en a parlé, mais vous pouvez aussi le faire sur la partie trafic froid et essayer d'ajouter des chiffres. Donc ça peut être soit des pourcentages, mais pas forcément, on n'est pas tout le temps obligé de parler de prix, de réduction, etc. Ça dépend de votre stratégie, mais ça peut être numéro 1, je sais pas, de la crème pour les acnés, des choses comme ça qui sont percutants et du coup qui donnent envie de cliquer. C'est super important parce que le travail après c'est de les convertir sur le site, mais déjà si vous avez réussi à les faire cliquer sur votre annonce, vous avez fait une partie du job et surtout, on le rappelle encore sur la partie psychologie du consommateur, mais c'est qu'est-ce qui vous différencie? On veut trouver la différenciation et pourquoi je suis là. Donc essayez d'ajouter vraiment dans votre texte l'avantage concurrentiel de votre marque, de votre produit, de votre service pour vraiment avoir la bonne annonce qui correspond à votre stratégie de mots-clés et du coup à votre stratégie d'acquisition sur ce réseau-là. Du coup, pour terminer, je vais lister très rapidement des outils. Vous pouvez du coup les noter, les screenshotter, vous faites ce que vous voulez. L'idée, on va pas passer un par outil, mais ça c'est un peu la liste des outils qu'on va utiliser. Donc Google Trends pour analyser tout ce qui est nombre de recherches sur Google, les Google Alerts pour toujours être en veille sur son marché, super important. Le Keyword Planner de Google qui vous permet d'avoir des projections du coup sur votre plan de mots-clés, sur votre stratégie de campagne, sur vos groupes d'annonces. Talkwalker, pareil, je le mets dans le même groupe que Google Alerts, ça permet vraiment d'avoir une analyse du marché. SEMrush, qui est, je pense, l'outil le plus complet si vous voulez faire vraiment une étude concurrentielle, les positionnements de mots-clés, la partie SEO, la partie AdWords, et ainsi de suite, qui vous permet aussi de gagner beaucoup de temps. Il y a une version gratuite, une version payante. Answer the Public, je l'ai mentionné tout à l'heure, pour avoir vraiment les questions que se pose votre audience du coup par rapport à votre produit, pour votre service, pour créer vos annonces Google. Et ensuite, pour aller plus loin, c'est des basiques, mais plus vous allez connaître votre audience, vos clients, etc., plus vous allez être capable d'adapter votre message publicitaire, que ce soit sur Facebook ou sur Google. Donc n'hésitez pas à aller chercher dans Facebook Ad Library, justement aussi pour les créas, mais aussi pour Google, c'est important. Les forums, les blogs, newsletters, groupes réseaux sociaux, où on va parler vraiment de votre marque, vous allez avoir votre niche client, vous allez pouvoir voir quels sont leurs problèmes, quels sont leurs freins, qu'est-ce qui se pose comme question, etc. C'est super important. Et après, SimilarWeb pour analyser vos concurrents, et Social Blade après pour tout ce qui est engagement réseaux sociaux, qui est un outil que vous pouvez utiliser en parallèle. Du coup, voici pour la partie Google Ads. Maintenant, on va passer à une partie qui est super importante aussi. Qui n'est pas encore la stratégie Black Friday on y arrive, 8.0, je sais plus ce que j'avais dit, mais 4.0. 4.0 c'était ok, on fera la 8.0 l'an prochain. Du coup, stratégie de contenu, en fait ce qui est intéressant, TikTok est arrivé en France fort avec le Covid, même s'il était déjà plus présent pour les jeunes. On va surtout parler TikTok, Instagram. Instagram, je vous remets pas les chiffres parce qu'en 2017, tout le monde disait qu'Instagram c'était pas pour le business, mais je pense qu'aujourd'hui, personne n'a cette réflexion. TikTok, il y en a encore qui sont un peu plus dubitatifs sur le réseau et sur la question. Nous, pour le coup, avec Père et Fiche, on s'est mis sur TikTok pendant le Covid, donc il y a 2 ans et quelques maintenant, et ça fait 1 an qu'on est à fond dessus. C'est hyper rentable. Quand on s'est mis sur TikTok, c'était TikTok c'est que pour les gamins et tout, c'est que pour les danses, ça sert à rien. Et là maintenant, on va dire qu'on a fait un bon pari puisque ça fonctionne très bien. Toutes les marques commencent à arriver dessus et de beaucoup plus de contenu qualitatif, éducatif, professionnel. Et à l'époque, tout le monde ne jurait que par les pages Facebook il y a plusieurs années qui ne valent plus rien aujourd'hui. Après, c'est passé sur Instagram. Instagram, ça commence à être quand même vraiment compliqué de faire monter des comptes.
et sans avoir des grosses dépenses publicitaires. Et maintenant, on a TikTok qui est un peu le nouvel outsider. 2-3 chiffres, peut-être un peu plus, 5 chiffres du coup j'ai noté. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 52 minutes de temps passé par jour en moyenne. C'est le plus gros, c'est le plus gros temps passé sur tous les réseaux sociaux. 16 millions d'utilisateurs en France, et il y en a 55% qui ont plus de 18 ans aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a environ 10 millions, 8, 9 millions, je sais plus, d'utilisateurs en France qui ont plus que 18 ans. Donc si une marque nous dit ma cible n'est pas sur TikTok, ça veut dire qu'elle peut se passer de 10 millions de personnes en France, soit 1/7 de la population, ce qui ne me semble pas envisageable. Donc voilà. Par rapport à ça, en fait, qu'est-ce qui a été intéressant? C'est qu'en fait, TikTok, c'est hyper viral, et à la grosse différence de tous les réseaux sociaux où vous avez de plus en plus d'amis, d'abonnés, et vous leur montrez le contenu, TikTok, c'est arrivé moins comme un réseau social, mais comme une plateforme de création de contenu, c'est-à-dire que dès le début, vous postez, vous pouvez faire 1 million de vues, parce qu'en fait, TikTok est juste là pour identifier le contenu pertinent et le pousser aux personnes qui sont intéressées, que ce soit vos amis ou non. Et en fait, à partir de ça, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que du coup, il y a des comptes qui ont grossi très vite parce que la viralité était énorme, ce qui a attiré plein de créateurs, mais aussi de consommateurs, et en fait d'utilisateurs. Et le raisonnement de TikTok, il est très simple, c'est qu'il y a un algorithme, et du coup, plus l'algorithme arrive à comprendre l'utilisateur, plus il va lui pousser du contenu pertinent, et du coup, plus vous pousse du contenu pertinent, plus vous passez de temps sur l'application, plus TikTok vous montre des publicités, et donc plus TikTok gagne de l'argent. Et en fait, TikTok, son objectif, c'est juste que vous passiez le plus de temps possible sur l'app. Et donc, par rapport à ça, je vous ai mis du coup un petit explicatif de comment fonctionne un algorithme, parce que qu'on soit sur Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, on agit toujours en face d'un algorithme. Et donc, quand on agit en face d'un algorithme, il faut le comprendre. C'est-à-dire que l'algorithme, il a des critères de classification. Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Et en fait, il vous attribue une note virtuelle. Et donc, vous, l'objectif, c'est comme quand vous étiez en cours, l'objectif, c'est d'avoir 20 sur 20. Et donc, en fait, par rapport à ça, il y a 3 principes, on va dire, fondamentaux, qui vont être la relation, l'intérêt et la récence, à savoir en gros, comment est mis en avant votre post dès le début avec votre communauté, vos membres et les personnes qui vous découvrent. En fait, derrière, en fait, quel intérêt se propage par rapport à ça. C'est-à-dire, si vous avez 1000 abonnés, au début, l'algo, il en montre le contenu, j'en sais rien, à 100. Si sur 100, il y en a 20% qui réagissent, il va se dire, bon, pas terrible, je vais le pousser à 200, mais ça remonte pas derrière, il va pas le montrer aux 1000 abonnés. En revanche, si vous avez 1000 abonnés qui le montrent à 100 abonnés, et qu'il y en a 90% qui sont en folie sur le contenu, il va dire, ok, très bien, je montre à 400 directement. Si ça réagit toujours, ok, je montre à 1000, puis 1000, 2000, 10 000, etc. Et donc, en fait, forcément, quand vous faites du contenu au début, c'est le principe de récence, parce que le contenu qui vient d'être publié, il est poussé, et l'algo, il fait tout son test, et il voit comment les utilisateurs réagissent par rapport à ce que vous postez, et si dans ce cas-là, il va aller le pousser à plus de personnes, ou s'il va le faire sombrer et disparaître dans les oublis du contenu. À savoir que le truc qui est un peu relou avec ça, c'est que créer du contenu, c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps, et c'est un travail infini. Même si on l'automatise, il faut toujours créer du contenu. Et donc, je vous ai mis 2-3 tips pour créer du contenu, à savoir que, en fait, quand on crée du contenu, à chaque fois qu'on fait une vidéo, faut faire de la vidéo. Donc le contenu désormais c'est de la vidéo verticale. On arrête les images, ça sert à rien, sauf si on veut toucher 10 personnes. Et en fait, le truc c'est que quand on fait du contenu comme ça, faut avoir un objectif clair. Donc est-ce que si vous avez une marque, est-ce que votre objectif c'est de pousser les gens, si on reprend la crème contre l'acné, est-ce que vous voulez présenter directement la crème en montrant les bénéfices et tout? Dans ce cas-là, ce sera quelque chose de beaucoup plus explicite en mode achète ma crème. Est-ce que vous voulez montrer votre univers de marque? Du coup, que potentiellement dans votre entreprise, c'est cool, c'est une marque à la mode, il y a une bonne ambiance et tout. Donc créer un peu de la proximité et renforcer votre image de marque sans pour autant que ce soit du contenu qui va inciter les gens à passer à l'action. Est-ce que vous voulez, j'en sais rien, mettre en avant votre sourcing parce que vous avez une crème contre l'acné qui est cruelty free, qui est écologique, et dans ce cas-là, pareil, c'est du contenu sensibilisant où vous avez envie que les gens y regardent le plus longtemps possible la vidéo, mais pas forcément qu'ils se rendent sur le produit et l'achètent. Et donc,
vous définissez tous vos objectifs et en fait, par rapport à ça, ça vous donne une ligne éditoriale, à savoir sujet 1, sujet 2, sujet 3. Et ces 3 sujets, ils vont être derrière dupliqués et duplicables en plein de contenu. Et donc, en gros, tout simplement, l'idée, c'est de faire des testings et de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et comme quand on a vu pour la partie publicité, temps d'attention TikTok, 1 seconde. Donc en fait, dès le début, faut que dès le début de la vidéo, vous arriviez à choper la personne, parce qu'en plus sur TikTok, c'est vraiment, on est en mode légumes et on swipe, on scroll à l'infini. Et en fait, le truc, c'est, faut dès le début de la vidéo que la personne comprenne de quoi il va s'adresser. Si je prends l'exemple encore de la crème contre l'acné, c'est là, je vais prendre mon téléphone. Et il y aura un contenu potentiellement où je dis oh, regardez comme tous mes boutons ont disparu ou cette crème a changé ma vie. Et en fait là la personne elle comprend que il y a plus de boutons, qu'il y a une crème qui l'aide. C'est 2 sujets différents, potentiellement 2 accroches différentes, mais au final derrière la personne elle va être intriguée si elle reste et vous allez lui présenter du coup en fait tout le problème, la solution et lui raconter une histoire. Et aujourd'hui ce qui fonctionne bien c'est de raconter des histoires via les réseaux. Et c'est l'avantage un peu, c'est que maintenant on est sur du contenu, vraiment du snack content qui est très rapide, qui va faire entre 15 secondes et 1 minute pour la plupart du temps, même si maintenant sur TikTok on peut aller un peu plus loin. Et du coup, c'est comment on raconte des histoires intéressantes en tant que marque à des utilisateurs, des consommateurs, enfin des futurs consommateurs, et on arrive à les sensibiliser à tout notre univers de marque et derrière à les faire passer à l'action. Et vous voyez en fait, c'est pour ça que c'est bien très important de définir son audience, mais quand on commence à faire du contenu, j'espère que vous faites ce travail en amont, à savoir à qui vous allez vous adresser et de quelle façon. Et ensuite, après, il y a 3 étapes qui sont le know, like and trust. Et du coup, c'est est-ce que vous faites au début du contenu, enfin au début. Pour moi, les 3 peuvent se faire dès le début, mais il y a du contenu qui va être plus destiné à vous faire connaître, donc en mode vraiment notoriété et tout, à présenter votre marque. Du contenu plus pour renforcer les liens avec la communauté, justement montrer les backstage de votre entreprise, etc. Et du contenu où vous allez être en gros la trust, c'est-à-dire les gens vont avoir confiance soit en votre produit, soit en votre service et qui va les pousser à passer à l'acte d'achat. Et en fait, c'est important d'avoir ces 3 typologies de structures associées à différents types de contenus parce que ça va vous permettre de mailler ça sur une stratégie de contenu globale et d'avoir quelque chose de très pertinent sur le long terme. Et je parle pourquoi pour dire tout ça, enfin pourquoi je dis tout ça, c'est que en fait quand vous allez publier tout votre contenu, j'en sais rien, vous publiez 10, 15 vidéos, il y en a qui vont commencer à être virales organiquement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe après sur votre compte. Est-ce que les gens, c'est viral parce que vous avez juste fait une trend et dans ce cas-là, ils ont rigolé, mais tout le reste de votre contenu, ils s'en foutent et faut revoir votre stratégie de contenu. Ou est-ce qu'au final, ils découvrent votre produit, ça leur donne envie, enfin votre produit, votre service, ça leur donne envie. Et du coup, ils sont petit à petit sensibilisés et ils commencent à créer un attachement auprès de la marque. Et du coup, quand il y a cette notion-là qui apparaît, c'est là où c'est aujourd'hui pour moi assez... on est vraiment dans une bulle du contenu. Tout le monde commence à faire beaucoup de contenu, même sur LinkedIn. C'est hyper intéressant parce que ça donne l'opportunité à n'importe quelle marque d'exploser tout en dépensant 0 €, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de faire du contenu via un téléphone. Et donc, vous avez publié, j'en sais rien, environ 10 vidéos, on va dire allez 30 vidéos. Faut commencer à savoir ce qui fonctionne pas. Et l'avantage avec TikTok, c'est que la publicité, elle est vraiment pas chère. Donc faire monter des comptes TikTok, c'est très facile aujourd'hui. Pour vous donner une idée, le plus gros qu'on a fait, c'était monter un compte à 1 million en 2 mois via de la pub, ce qui du coup est quand même assez rapide. Et l'avantage, c'est que vu que la publicité, elle est pas chère, quand vous récupérez votre contenu qui a été viral organiquement et que vous le poussez en publicité, si vous avez du vrai contenu qui donne envie aux gens de découvrir votre produit, vos services, si je reprends l'exemple de ce qu'on fait nous avec Père et Fiche, on va aller pousser à fond du contenu sur des recettes qui donnent faim et tout, parce que les gens vont voir le contenu, déjà ils vont s'abonner, parce qu'ils découvrent la marque et ils trouvent ça cool, mais en plus de ça, après ils sont là, putain, ça a l'air bon et tout, j'ai faim, ils enregistrent la publication et derrière ils se rendent en restaurant. Et donc, TikTok n'est pas juste un levier de notoriété, TikTok sur la partie e-commerce, c'est encore compliqué parce que la plateforme, elle est nouvelle. J'ai un moustique en face de moi. La plateforme, elle est encore nouvelle. Donc du coup, en termes de conversion pure par rapport à des plateformes comme Facebook, Insta, Google, c'est plus compliqué. En revanche, c'est un excellent levier pour convertir les gens, mais d'une façon différente, via du contenu qualitatif. Donc vous faites votre contenu quali. Si votre contenu il est pourri, ça sert à rien, ça marchera pas. Vous avez des bonnes vidéos et là vous commencez à les pousser en publicité sur de la notoriété. Mais les gens en fait ils vont tellement kiffer le contenu qu'ils vont se dire putain mais c'est quoi cette marque et tout. Et derrière ils vont convertir.
Donc pour le coup, nous, ça fonctionne très bien. Je l'ai fait avec mes restaurants, on l'a fait avec de l'infopreneuriat, on l'a fait avec d'autres marques qui vendent des produits e-commerce. Ça fonctionne quand c'est bien fait et pour le coup, c'est un levier très très rentable parce que la publicité est encore très très faible niveau prix vu que la plateforme est nouvelle. Du coup, ce n'est toujours pas la stratégie Q4 de Black Friday. On y approche. Mais on y approche. Il reste un levier, on va en parler rapidement parce que c'est quand même un levier que tout le monde connaît maintenant mais qui est hyper complémentaire. C'est que toute la partie influence, c'est vraiment une brique avec toutes les bases. Vous avez fait un bon marketing, product market fit, vous avez mappé la concurrence et tout ça, on n'en parle pas, mais logiquement le travail est fait. Vous mettez en place des leviers publicitaires, une stratégie de contenu, ça commence à bien bouger. Et là, boum, influence. Qu'est-ce qu'on a à dire sur l'influence ? Pour nous, il y a déjà 2 types un peu de stratégie influenceurs. C'est que si vous avez des points de vente physiques, c'est compliqué d'activer, sauf si vous êtes vraiment maillé sur tout le territoire, c'est plus compliqué d'activer des gros influenceurs parce qu'il y aura la problématique de si l'influenceur il a une communauté nationale, les gens ne pourront pas forcément se déplacer partout, donc vous aurez de la perdition. Donc sur tout ce qui va être stratégie plus un peu commerce physique et tout, nous on le fait pas avec l'agence, mais ce qu'on vous conseille c'est de passer par des nano et micro-influenceurs. Donc pour refaire un peu l'histoire des influenceurs, influenceur ne veut pas dire télé-réalité. Les influenceurs, ça peut être des hommes politiques, des businessmen, des actrices, des sportifs de haut niveau, des personnalités, des mamans qui font du yoga, des mecs qui font de la pâtisserie, ce que vous voulez. Tout le monde influence quelqu'un à son échelle. Et donc, l'influence, ça arrivé en France il y a quelques années. Ça a très bien fonctionné. Au début, on était sur des gros profils. Puis au final, les gros profils sont devenus de plus en plus chers et du coup de moins en moins rentables parce que c'est devenu, les gros influenceurs sont devenus carrément des célébrités. Donc après, on a commencé à aller sur des macro-influenceurs. Quand pareil, on a commencé un peu à presser l'éponge des macro-influenceurs, on s'est dit, ah bah tiens, il y a plein de petits influenceurs qui sont moins chers, qui sont nichés, qui ont des très beaux taux d'engagement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des micro-influenceurs et maintenant même des nano-influenceurs qui du coup sont des toutes petites communautés qui ne sont pas chères et très engagées. Et donc la partie nano et micro, c'est hyper bien à exploiter en amont. Et en fait, je dis en amont, mais même sur tout le temps, c'est plus abordable en amont quand on se lance. Mais c'est que souvent, contre un produit ou un service, ils vont vous faire des placements. Et donc ça, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent en dépensant quasiment 0 € de frais marketing, à savoir juste votre produit et votre service, et de voir en fait comment ça réagit. Et donc si vous êtes déjà un boss de l'influence, bien évidemment, on peut commencer à aller taper des influenceurs qui sont des célébrités sur des gros placements à 5, 10, 20, 50K et voir en fait comment ça réagit. Si vous vous lancez dedans, que vous avez, on va reprendre les crèmes contre l'acné. Vous voyez une crème, je sais pas combien ça vaut, mais une crème qui va être vendue, j'en sais rien, 20 €, elle va sûrement coûter autour des 5 €. Non, elle va être moins cher en vrai. Elle va coûter, voilà, on va dire que vous avez un produit qui coûte 5 €, il y aura les frais de livraison qui seront potentiellement à la charge de l'influenceur ou même pas. Donc allez, grand max, vous payez 10, 15 € sur un produit, peut-être pas les crèmes pour l'acné, mais du coup, produit plus livraison, ça vous coûte 15 €. Vous vous envoyez à plein d'influenceurs, des nanos, des micros qui acceptent de vous faire des placements du coup contre un produit. Et en fait, tout simplement, vous allez voir quelle rentabilité cet influenceur a, à savoir que soit vous leur donnez des codes promo directement, vous pouvez le traquer, soit vous regardez comment ça se passe en termes d'interaction sur le compte Instagram, les abonnés, les messages, etc. Et en fait, le truc où c'est intéressant de compléter avec une stratégie influenceur via de la publicité, c'est que si vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a quelques dizaines de minutes, il y a les différents niveaux, trafic froid, trafic tiède et trafic chaud. Et en fait, toutes les personnes, si je prends un exemple concret, j'envoie ma crème, j'ai un influenceur qui fait un placement, il fait 10 000 vues. Okay, sur les 10 000 vues, à chaque fois il y a votre compte Insta qui est mentionné et on va dire qu'il y en a 2 000 qui vont cliquer sur le compte Insta et aller voir ce que vous faites. Sur les 2 000, ils ont une interaction avec votre compte Instagram, donc ils passent dans le trafic tiède, ces personnes. Et en fait, sur les 2 000, il y en a potentiellement 200 qui vont aller voir votre site internet et sur les 200, vous allez avoir 20 personnes qui achètent votre produit. Donc, vous avez fait 20 ventes, félicitations, c'est cool. Mais il vous reste la partie de 20 à 200 qui sont des visiteurs de votre site internet, mais qui ne sont pas encore passés à l'acte d'achat, et la partie 200 à
2000, ouais, c'est ça, qui sont les personnes qui ont visité votre site Instagram et qui ne sont pas passées à l'acte d'achat. Et en fait, 200 à 2000, on est dans le trafic tiède. Et ben pouf, c'est pas grave parce que vous avez votre publicité trafic tiède qui vont aller leur mettre des piqûres de rappel en disant hey, cette crème elle est super, pour les faire passer au trafic chaud. Et du coup, pareil, les 20 à 200, bah, c'est des visiteurs qui ont potentiellement même fait un ajout au panier. Et vous avez déjà vos pubs qui tournent avec un code promo pour leur dire hey, n'oublie pas d'acheter cette super crème. Et en fait, du coup, d'un placement qui vous aurait fait 20 ventes, s'il n'y a pas de stratégie publicitaire en parallèle, vous allez potentiellement faire 50, 100 ventes. Donc c'est pour ça que la partie influence, c'est hyper important en complément. Et encore une fois, si vous commencez dans l'influence, vous commencez petit, vous regardez la rentabilité que ça a, comment ça réagit, et derrière, si vous estimez que c'est rentable ou pas, envoyez une dizaine de packs de produits à des influenceurs. Même si les 10 influenceurs sont catastrophiques, c'est un risque qui est très très limité. Et enfin, si vous avez du commerce physique, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des stratégies d'influence par zone. Donc si vous êtes, j'en sais rien, à Lyon, essayez d'avoir tous les influenceurs de Lyon, enfin le plus possible du moins, qui vont tous poster en même temps, parce que les gens qui sont à Lyon, ils suivent souvent beaucoup d'influenceurs à Lyon, et c'est beaucoup plus impactant d'avoir un effet de masse et du bruit sur une zone spécifique plutôt que un influx à Lyon, un à Bordeaux, un à Marseille, un à Paris, où du coup les effets seront beaucoup plus amoindris. Et en fait, vous prenez vos nanos et vos micro-influenceurs, vous voyez comment ça se passe, puis si ça se passe bien, vous passez sur des macro-influenceurs, et puis si ça se passe bien, vous passez après sur potentiellement des célébrités, des gros influx, et là en fait l'idée c'est toujours la même, hein. C'est combien je dépense pour combien ça me rapporte, et c'est un peu le jeu de la rentabilité. Ce qui nous amène au moment tant attendu. Fatidique Ouais. du Black Friday. Et on n'a pas de stratégie Black Friday, on rigolait depuis le début. C'est fini. Ouais, je sais pas si on le fait. Puis on va boire un coup. Ouais. Non mais avant, non, c'est pas pour vous teaser, mais juste par rapport à ça, parce qu'il y a un deuxième, ça m'a fait penser à un autre truc, c'est que souvent, on a des marques qui viennent et qui nous disent ouais, quel est le levier, où il faut que j'aille, quel est le levier publicitaire le plus rentable pour moi, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Facebook, de Google, d'Insta, de TikTok, etc., des influx. Et en fait, ce que vous devez avoir en tête, c'est que forcément, en fonction de votre budget, vous devez démarrer à un endroit. Forcément, parce que plus vous allez tester de canaux en même temps, plus vous allez dépenser de l'argent sur une période de test. Mais après, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces canaux d'acquisition fonctionnent ensemble. Parce que du coup, vous allez créer un effet vertueux, en fait, pour votre marque, où peut-être qu'il va rechercher sur Google, il va tomber sur vous, puis derrière, il y a un influenceur qui va parler encore de votre marque, puis après, il va se retrouver sur Instagram avec un autre message publicitaire. Et en fait, c'est vraiment cet effet vertueux qui vous permet d'aller sur une autre étape, qu'on va peut-être parler peut-être après, mais vraiment de scaler fort votre boîte, parce que du coup, vous allez optimiser un par un chaque levier publicitaire pour qu'il devienne rentable, et vous allez créer un effet de répétition où en fait, vous allez avoir une omniprésence de votre marque par rapport à votre service, votre produit, et c'est super important, et même pas que en B2C, parce que des fois on dit ouais, moi je suis en B2B, du coup j'ai que des commerciaux qui appellent, etc. Mais si vos prospects ont eu une interaction avec votre marque, forcément, si vous n'avez qu'une stratégie d'outbound, ils connaîtront votre marque, et du coup vous allez faciliter aussi le travail de vos sales derrière pour convertir. Donc c'est super important de voir faut avoir une vue globale, mais en fait tous les canaux vont s'alimenter un peu les uns avec les autres, et en fait on voit que tout cet écosystème va créer petit à petit un effet exponentiel, et que quand on commence à avoir de la rentabilité très très court terme, c'est pour ça qu'on vous parlait au début de durée de vie client et tout, c'est qu'en gros il y a des leviers qui peuvent paraître moins rentables, qui vont faire beaucoup de premières impressions. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on arrive à faire en sorte que tous les leviers soient complémentaires les uns avec les autres. Et voilà, c'était ça la strat. Voilà. On peut les voir en vert. Et voilà, c'est fini. Du coup, stratégie Black Friday. Le constat, c'est que déjà le prix de la pub sur Facebook, Insta, il a fait à peu près x2 en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Donc même les plateformes publicitaires subissent de l'inflation, ce qui nous fait beaucoup de peine. On va pas pleurer, mais on est très triste. Et en fait, Black Friday, là, depuis plusieurs années, c'est le bordel de tous les côtés, surtout en ligne, et donc tout le monde veut communiquer sur Black Friday. Donc le constat, c'est, vu que tout le monde va arriver sur Black Friday, le prix de la publicité, il va
exploser. Il va être hyper cher. Et si on n'a pas des stratégies en amont et on n'essaye pas un peu de contourner le truc, on va pas être rentable, on va se planter. Et donc par rapport à ça, on peut pas arriver, lancer sur Facebook et dire hey, salut, découvre mon produit alors que personne vous connaît. Il faut justement avoir déjà plein d'audiences qui ont entendu parler de votre marque, qui vous connaissent, qui sont des audiences préchauffées et qu'on va un peu entretenir. Et le jour de Black Friday, on va être là en mode boum, achète mon produit. Et donc par rapport à ça, on a une strat. On a fait un beau calendrier. C'est hyper clair. Je l'avais pas revu, mais franchement, j'ai tout compris en 2 secondes là. Par rapport à ça, en fait, on vous a mis en plus les dates de 2022, forcément. On vous a mis des strats associés à des lettres, parce qu'il y aura la slide d'après. Et donc, c'est quoi? C'est du turquoise, ça? Bleu d'eau? Ouais, vert d'eau. Vert d'eau. Le vert d'eau, du coup, je ne parle pas du verre à boire, le vert d'eau, la couleur. C'est du 1er au 20 novembre, et c'est là, en fait, où on va faire que des strats de réchauffement d'audience. On va vous expliquer ce que c'est après. On arrive sur la BF Week, qui est la Black Friday Week, qui est du lundi au jeudi, donc la semaine avant le vendredi Black Friday. Ensuite, on a le Black Friday Weekend, et vu qu'ils ne savaient plus quoi inventer, maintenant il y a même le Cyber Monday, donc on vous l'a mis aussi, histoire que vraiment tout le monde achète des trucs dont on n'a pas besoin. Mais bon, on n'est pas là pour débattre sur ça. Et donc en fait, là, tu veux expliquer, Axel ? Ouais, comme on peut se le répartir. Allez, vas-y. No souci. Du coup, après, au niveau des différentes campagnes, on va avoir plusieurs étapes. Donc, la première, ça va être la campagne ATC vue vidéo. Donc ça va être vraiment les campagnes que vous avez utilisées pour votre réchauffement d'audience. La campagne de leads, ads, les concours leads VIP. Donc ça, c'est vraiment aussi pour capturer de la donnée. Donc ça va être des jeux concours, ça va être vraiment des concours que vous allez pouvoir mettre et pousser en ad justement pour récupérer un maximum de données, un maximum d'audience pour préparer votre Black Friday. Le décompte, donc ça peut être sur des offres, ça peut être sur pas mal de... Du coup, juste la conversion ATC, ça veut dire ajout au panier. Ah oui, donc généralement, on ne fait jamais de campagne conversion avec objectif ajout au panier là. Quand on vous dit il faut que le pixel il soit chaud quand vous vous lancez sur Facebook, on le met en vue de page, après ajout au panier, puis après en objectif achat. Franchement, c'est de la connerie, on l'a testé plein de fois et ça n'a jamais fonctionné. Sauf que là, en gros, il faut un peu contourner le truc, et du coup, le fait d'avoir des campagnes en objectif ajout au panier, ça va vous permettre de faire beaucoup d'ajouts au panier sur les 3 semaines avant, parce que du coup, vous avez vu que là, les 3 points dont Axel il vient de parler. Donc les 3 premières lignes, elles sont associées à la partie A, qui est la partie réchauffement d'audience. Donc honnêtement, il va y avoir quasiment aucune vente pendant ces 3 jours, parce qu'après même les vidéos vues, 75%, vous allez avoir des personnes qui sensibilisent avec votre marque. Donc vous créez des audiences par rapport à ça, mais ils vont pas acheter. Ils vont pas acheter parce que en gros, à Facebook, quand on lui dit on veut des campagnes conversion achat, il va chercher des acheteurs. Là, on veut des personnes qui soient là pour voir vos vidéos. Et après, lead et concours list VIP, effectivement, c'est soit, c'est toujours récupérer les coordonnées de la personne, donc mail, numéro de téléphone, et soit on leur vend un truc en mode jeu concours, inscris-toi pour participer, ou potentiellement vente exclusive en priorité pour le Black Friday, 2 heures avant tout le monde, et les personnes elles s'inscrivent. Et ça, par rapport à ça, pour récupérer du lead, on peut vous conseiller soit le lead directement, les formulaires directement intégrés sur les plateformes de publicité, soit nous on utilise beaucoup Typeform, qui du coup peut se plugger aux plateformes de publicité et à vos solutions de mail, et qui fonctionne très bien pour après toutes les relances. Décompte, du coup, Axel en a parlé, c'est les 4 jours avant en mode Black Friday dans 3 jours, 2 jours, etc. On fait monter un peu la pression. Et après, on passe sur toutes les campagnes CDE qui sont Black Friday Weekend et Cyber Monday. Et donc là, c'est là où ça va acheter à fond. Et voilà. Et donc, du coup, ces 3 campagnes, il va y avoir à fond de l'emailing. Donc du coup, toutes les audiences que vous avez créées en amont via vos leads et tout, vous allez les matraquer via des emails. Donc pareil, c'est des séquences automatisées qu'on crée, mais elles prennent un mail le jour du Black Friday, le soir, le lendemain. Vous pouvez après faire monter un peu la FOMO en mode Black Friday finit dans 6 heures, le lendemain, allez, on prolonge pour le week-end, puis boum, le Cyber Monday, ok, on reprolonge encore une fois, maintenant que tout le monde commence à le faire, mais ça fonctionne bien. Et
que des campagnes de conversion où on va aller inclure toutes les audiences qu'on a eues avant, à savoir toutes les ajouts au panier que vous avez eu, toutes les audiences de vidéos vues, 75%, et tous les leads que vous avez récupérés. Donc là, c'est du retargeting à bloc, tous les visiteurs de votre site et tout aussi, histoire de vraiment pousser le message à fond. Et du coup, par rapport à vos publicités, ce qu'on vous conseille, c'est dans votre campagne de conversion Black Friday, vous faites 3 ensembles de publicités. Un qui va se lancer le vendredi matin et finir le vendredi soir, un autre qui se lance le samedi matin et qui se finit le dimanche soir, et un autre qui se lance le lundi matin et qui se finit le lundi soir. Et en fait, ça vous permet d'avoir des pubs qui sont personnalisées, des pubs qui parlent du Black Friday, des pubs qui parlent du Black Friday Weekend et des pubs qui parlent du Cyber Monday. Et DPA, c'est Dynamic Product Ads. On se connecte au catalogue et on pousse de la publicité que les personnes ont vu déjà, sur des produits que des personnes ont vus sur votre site internet. Est-ce que tu as quelque chose Non, à rajouter par rapport très à ça? clair, Alexandre. Très clair. Mais voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un temps d'avance en fait sur votre concurrence et au final, pour vous imaginer un peu les choses, c'est vous avez un coût en soi publicitaire comme Alex en a parlé, qui est aujourd'hui à un prix. Donc vous, ça vous permet d'aller maximiser là-dessus. Donc c'est un peu comme quand tu achètes, des actions, des cryptos, quand c'est tout en bas. Et du coup, vous allez capitaliser sur ces audiences-là pour bombarder sur le Black Friday, et alors que peut-être que vos concurrents n'auraient pas forcément anticipé cette période-là et vont les lancer à l'arrache peut-être à 2-3 jours avant les offres, et ça vous permet vraiment d'avoir un temps d'avance qui est assez considérable et payer surtout beaucoup moins cher. Exactement, sachant que du coup, là on vous a mis des petits conseils opérationnels, donc voilà, mettre en place des règles automatiques, hyper important sur le Black Friday d'avoir des promotions à au moins 25%, parce que c'est vraiment la guerre des promos. Si vous avez qu'une partie de vos produits en promotion sur votre site, faire vraiment une page spécifique avec toutes ces promos. Au moins la personne a accès à toutes les promos d'un coup, et pas hésiter à mettre en plus des cadeaux, etc. Faut vraiment comprendre que la strat où on utilise tout ce qui est réchauffement d'audience, vous n'allez pas gagner d'argent pendant 20 jours, donc c'est un peu douloureux. Vous allez dire, putain, est-ce que ça a marché ou pas? Non, Mais derrière, en fait, on va faire des chiffres énormes pendant 4 jours, et c'est ça, on va compenser. Et c'est là où via tous ces réchauffements d'audience, on aura payé la publicité en amont beaucoup moins cher. Et derrière, sur les 4 jours, on va tout rattraper et tout compenser parce que nos audiences seront déjà chaudes. Donc, on aura moins besoin de payer de publicité, de toucher de personnes pour faire passer les gens à l'acte d'achat. Et essayez d'être créatif. Vraiment, c'est super important parce que vous imaginez que pendant ces périodes-là, Black Friday, Cyber Monday, etc., vos clients vont être inondés d'offres. Vraiment, que ce soit par mail, Facebook Ads, Google Ads, etc., avec tous les mêmes messages. Donc, essayez d'être un peu créatif. La partie créa est super importante, la partie message, etc., pour essayer de vous différencier, essayer de ne pas faire exactement la même chose que ce que tout le monde fait et d'avoir un petit poil différenciant, justement, même un gros poil différenciant, pourquoi un petit, qui va vous permettre justement d'aller encore mieux convertir ces audiences chaudes. Exactement. Du coup, on arrive à peu près à la fin et je crois qu'on a été plutôt excellent sur le timing puisqu'on est à peu près à 1 heure. Je dis ça au pif, mais je sens qu'on doit être à 1 heure à plus ou moins 10 minutes près. Quoi qu'il en soit, on espère que ça vous a aidé. L'idée, c'est, on peut pas rentrer dans le détail, surtout, on peut pas rentrer dans les plateformes publicitaires et tout, sinon ça devient plus un webinaire, mais ça devient une formation de 50 heures. Mais du coup, l'idée, c'est de vous expliquer la stratégie et le raisonnement à avoir, quel levier mettre en place, que vous compreniez aussi pourquoi chaque levier est complémentaire avec les autres, quelles sont les nouvelles opportunités qu'il y a un peu sur cette fin d'année 2022. Et après, à côté de ça, nous, si vous avez des questions, vous avez un lien. Vous pouvez nous contacter, donc un lien juste en dessous, pour parler de vos problématiques de marque, de votre stratégie d'acquisition. On accompagne déjà beaucoup de marques sur la partie e-commerce, tout ce qui va être génération de leads et aussi de notoriété sur tout ce qui est Europe, États-Unis et Émirats. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez la moindre question, on vous répond hyper rapidement. Même pendant le Black Friday. Même pendant le Black Friday. Exactement. Ouais. Merci d'avoir suivi déjà le webinaire. J'espère que vous êtes toujours là. Et si vous voulez, vous pouvez aussi télécharger la présentation en plus. Du coup, comme ça, au moins, tout sera mis à dispo. Vous avez un guide pratico-pratique. Voilà, l'idée, c'était vraiment de revoir un peu certaines bases, de vous donner un peu de théorie, mais surtout de la pratique et une stratégie qui est bien définie pour vos campagnes, pour votre Black Friday, afin que vous explosez les chiffres. Et si vous avez besoin d'aide, on reste
à votre disposition. Exactement, et j'ajouterais juste un truc, c'est que du coup avec BrandLab on se concentre vraiment sur toute la partie stratégie marketing, croissance, donc on ne fait pas de site internet, de SEO, mais on est vraiment focus à fond sur la publicité et la création de contenu par rapport à ces publicités, plus les stratégies d'influence qui viennent en complémentarité, et au niveau des types de clients qu'on accompagne, des marques qui font au moins 200 000 euros de CA sur l'année, ce qui nous permet en fait d'avoir déjà un peu de data à traiter pour effectuer notre travail le plus proprement possible, avec des dépenses minimum par client qui sont de 3 000 euros mensuels par plateforme. Donc nos clients dépensent chacun de nos clients dépense entre 3 000 et environ 80 000 euros par mois, et c'est via cette quantité de data qu'on récupère à chaque fois qu'on arrive justement à bien travailler, à faire de l'excellent travail et d'avoir des merveilleux résultats pour nos clients. Et c'est tout pour nous. On espère que vous avez kiffé ce webinaire. On espère vous retrouver très vite derrière l'écran cette fois-ci. Et on va se prendre un petit verre. À très vite, on va se prendre un petit verre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a été utile surtout. Et on vous souhaite une très très bonne journée, soirée, vacances, à voir quand vous le regardez. À très vite, gros bisous.